sont décidés à faire front contre le programme commun. Bonsoir, il faut ajouter à tous ces titres le meurtre d'un policier français à Pékin. L'un des assassins a été condamné à 90 coups de bâton. Une invasion de puces à Barbezieux, dans les Charentes. 1000 francs de lorgnon volés chez un opticien. Le décès de Madame Veuve Clicquot, la dame du Champagne. Enfin, l'empereur qui a assisté aujourd'hui à une représentation au casino de Vichy. Je dis aujourd'hui, je ne me suis pas trompé de siècle. Aujourd'hui, 2 août 1866, puisque c'était là les titres du petit journal de l'époque. Il y a 111 ans, jour pour jour. Les confrères avaient oublié d'ailleurs de noter dans leur gazette la naissance à Seclin, dans le Nord, de la petite Virginie Mollet. Une nouvelle banale pour eux, mais qui pour nous aujourd'hui a bien de l'importance, puisque Virginie Mollet, devenue veuve d'Uhem, est toujours parmi nous et qu'elle a fêté aujourd'hui son 111e anniversaire. Elle est la doyenne des Français et elle a plus de 525 descendants. Elle a gardé, dit-on, un bon coup de fourchette et elle répond encore très facilement aux questions de son petit-fils Édouard, venu lui souhaiter un bon anniversaire. Tu as dit souvent que tu as rencontré une fois en gare de Lille Jules Verne. Ah, il m'a rencontré. Il lisait son journal. Tu étais avec ton frère à ce moment-là. Mon frère. Alors, je lui ai dit, monsieur, vous vouliez bien me donner votre journal après que vous l'aurez lu. Et il me l'a apporté. Et mon frère, il m'a dit, tu sais à qui tu vas causer? Je dis, non. Eh bien, tu as causé à Jules Verne. Quelle est pour toi la plus belle époque de ta vie? Mon mariage. Et comment tu as fait la connaissance de... De mon mari? Oui. Eh bien, faut réfléchir. Au bal, du temps de nos amours, ma toute belle, vous entendiez toujours Marie Tournelle. Je comptais vos trésors. Bon anniversaire, Madame Duhem, 111 ans. Est-ce que c'est vraiment exceptionnel, 111 ans, Martine Alain-Régnot? C'est exceptionnel, mais ce n'est sans doute pas le maximum. C'est le maximum en France, ce n'est sans doute pas dans le monde. Et en fait, nous avons une durée de vie qui est, dans l'espèce humaine, très génétiquement déterminée. Elle est fixée par les généticiens à 120 ans. Madame Mollet-Duhem peut encore chanter quelques années, mais ce n'est pas tout à fait si simple, car ce qui veut dire génétique dit que chaque personne a un programme déterminé qui n'est pas le même que celui du voisin. Vos cheveux ne poussent pas à la même longueur que les miens, vos yeux ne sont pas de la même couleur. Votre durée de vie n'est pas non plus la même. Et nous ne savons pas quel est le programme. Nous savons que nous ne pouvons pas aller au-delà de ce programme. Et nous savons aussi par expérience que bien des événements extérieurs, comme les maladies, les accidents, un certain nombre de mauvaises habitudes, peuvent raccourcir l'espérance de vie. Alors il n'y a pas de recette pour dépasser son programme, il y en a beaucoup pour aller au plus loin possible vers la fin du programme. Est-ce que c'est une question d'hérédité, par exemple? Oui, c'est tout à fait héréditaire, mais l'environnement jouant un rôle, vous pouvez très facilement raccourcir votre espérance de vie ou aller le plus loin possible. Merci, Martine. À Cresmes-Maleville, après le drame, le temps des juges pour les manifestants. 7 d'entre eux, interpellés dimanche soir, ont été relâchés. Par contre, 12 autres, 7 Allemands, 2 Suisses et 3 Français, ont été inculpés en vertu de la loi anti-casseurs. Ils resteront en prison au moins jusqu'à samedi, date à laquelle ils reviendront devant le tribunal. Entre-temps, nous devrions connaître les résultats de l'autopsie du corps de Vital Michalon, pratiquée aujourd'hui à Lyon. Monsieur Michalon est le manifestant qui a été tué dimanche au cours des manifestations. Et puis toujours à propos de Cresmes-Maleville, M. Monory, le ministre de l'Industrie, a confirmé ce matin que le gouvernement continuera la construction de Superphénix. C'est irréversible, a dit M. Monory. Il y aura donc à Cresmes-Maleville une usine nucléaire fonctionnant en particulier au plutonium. Pour le public, plutonium égale bombe atomique, c'est-à-dire le passage possible de l'énergie nucléaire pacifique à une utilisation militaire. Le transport du plutonium d'un endroit à un autre, c'est aussi et surtout le problème de la prolifération nucléaire. Et là, il faut s'arrêter pour écouter l'avertissement lancé par plusieurs dizaines de savants américains et canadiens réunis en congrès en Nouvelle-Écosse. Une guerre nucléaire mondiale devrait éclater avant l'an 2000, disent-ils. Comment ne pas s'interroger dès lors lorsqu'à quelques heures d'intervalle,
on apprend qu'un nouveau pays africain demande lui aussi la bombe atomique par la voix de son empereur, Sa Majesté Jean Bedel Bokassa. L'empereur Jean Bedel Bokassa veut donc, comme ses amis chinois qui le reçoivent ici, la bombe atomique. En a-t-il les moyens? Cela, c'est une autre histoire. Pourtant, son pays, la République centrafricaine, est un pays mieux placé que d'autres. De vastes mines d'uranium s'y exploitent, notamment à Bakouma. Le minerai n'est pas très bon, disent les spécialistes, il est phosphaté. La France pense obtenir une partie des 8000 tonnes d'uranium raisonnablement espérées dans ce pays. Mais la bombe, on ne l'obtient pas aussi simplement. Souvenez-vous des premières explosions chinoises dans les années 60 et de l'exubération des Chinois qui avaient ainsi accédé au club atomique. Le monde commença alors à trembler. Ou encore, rappelez-vous de cette explosion souterraine le 17 mai 1974 qui hissa l'Inde au niveau des grands. Dans ce pays immense et surpeuplé, la technique nucléaire civile avait su, sans que personne ne s'en doute, passer à l'arme atomique. Donc aujourd'hui, 6 pays ont la bombe, l'Union soviétique, les États-Unis, la France, l'Angleterre, la Chine et l'Inde. D'autres peuvent l'avoir. Israël, par exemple, dispose de centres de recherche nucléaire extrêmement perfectionnés. Et il leur serait possible de fabriquer des bombes atomiques. Les Israéliens disent qu'ils ne l'ont pas, mais ajoutent-ils, au Proche-Orient, nous ne pouvons pas être les seconds à nous en servir. Les Argentins, eux, disent carrément « nous l'avons ou presque ». L'amiral Carlos Castro Madero, chef de l'énergie atomique, prétend que son pays ne veut que du nucléaire civil, des centrales donc. Mais fin décembre, le même Madero avouait « nous avons les possibilités techniques de fabriquer la bombe atomique ». Cette possibilité technique, d'autres nations l'ont aussi. Le Brésil, l'Afrique du Sud, le Pakistan, la Corée du Sud, on pourrait même y ajouter Taïwan. Certains accusent la France de participer directement à cette prolifération atomique, en vendant des centrales à l'Afrique du Sud, une usine de retraitement au Pakistan, un réacteur de recherche à l'Irak. Le président de la République se défend, montrant les efforts français dans ce domaine. Vous savez que la France est engagée dans une politique active de non-prolifération. C'est-à-dire que nous ne voulons pas contribuer par notre action à l'accroissement du risque nucléaire militaire dans le monde. Et nous participons à des négociations internationales sur ce sujet. J'en ai parlé au président Carter, j'en ai parlé à M. Brejnev. Or, un certain nombre de techniques nucléaires, à l'heure actuelle, présentent des dangers de prolifération. Et les savants français, les savants du commissariat de l'énergie atomique, ont mis au point un procédé, ou plus exactement étudié un procédé nouveau qui diminue très sensiblement les risques de prolifération. Ce nouveau procédé concerne l'uranium enrichi. Admettons qu'il soit au point et qu'il soit économiquement rentable pour les utilisateurs. Le problème de l'uranium pourrait donc être réglé. Mais le président Carter, depuis son service militaire à bord d'un sous-marin atomique, semble craindre surtout la prolifération du plutonium, celui des surgénérateurs comme Cressmalville, ce plutonium qui lui aussi conduit à la bombe. La crainte de voir un jour être dérobé dans une usine atomique, de quoi fabriquer quelques bombes, cette crainte est aujourd'hui immense aux États-Unis. Chaque année, il disparaît des quantités invraisemblables de matière nucléaire, bonne pour la bombe. On accuse des mesures, des pesées pas très précises, et on renforce les tours de garde. Encore le mois dernier, c'est 180 kilos d'uranium qui ont disparu dans une usine spécialisée de Pennsylvanie. L'explosion atomique est quelque chose de terrifiant et de dévastateur. À la veille de l'anniversaire d'Hiroshima, je voudrais que vous revoyiez ces images prises à bord de l'Enola Gay, la super forteresse qui largua la première bombe atomique. En plus du souffle de l'explosion, il y eut les radiations, les brûlures. En tout, près de 100 000 morts. La guerre conventionnelle n'a rien à voir avec la guerre atomique. Celle-ci peut-elle éclater aujourd'hui? Les avis des experts sont très partagés. Ce qui est sûr, c'est la crainte des guerres limitées. Ce n'est plus la destruction massive de l'humanité qui est redoutée, mais une petite guerre avec des missiles tactiques ou des bombes à neutrons. La prolifération existe aussi dans les différents types de bombes atomiques. La France est en vacances, c'est une évidence depuis hier, ciel bleu à l'appui. Pourtant, il est bien difficile d'oublier ce qui va rester l'une des principales préoccupations à la rentrée de septembre,
Je veux parler du nombre des sans-emploi. Certains chiffres publiés aujourd'hui ne permettent guère d'être optimistes. Selon les statistiques de la Communauté économique européenne, le chômage augmente à nouveau dans l'Europe des neufs. Autre exemple, dans la sidérurgie lorraine, selon la CFDT, 2500 licenciements vont être annoncés chez Sassilor et Solac. Demain, d'ailleurs, au Conseil des ministres, l'un des dossiers essentiels étudiés par le gouvernement sera la lutte contre le chômage des jeunes. Monsieur Belac, le ministre du Travail, viendra d'ailleurs demain soir, dans notre journal de 20 h, faire le bilan de la mise en place des mesures anti-chômage. Apparemment, certaines entreprises font des efforts en ce sens. C'est le cas pour les chambres des métiers, par exemple. Monsieur Francis Combe, qui a été reçu par Raymond Barre aujourd'hui, a annoncé que les artisans allaient lancer une opération emploi des jeunes. Et c'est le cas aussi pour le patronat. François Sirac l'a confirmé à Alain Dumais cet après-midi. Monsieur le Président, près de 700 000 jeunes vont, après la rentrée, se présenter sur le marché de l'emploi. Est-ce qu'ils vont trouver du travail? Un certain nombre se sont déjà présentés en juin et juillet, et notre effort pour leur donner des emplois a déjà produit un certain nombre de résultats appréciables. Nous le développons et nous pensons que d'ici la fin de l'année, deux phénomènes vont se produire. D'une part, l'embauche normale, qui s'était produite en 1976 et qui se produira aussi en 1977. Et deuxièmement, l'effort supplémentaire que nous avons engagé et qui doit créer 300 000 emplois de plus avant la fin de l'année. Et tout ceci se présente bien. En particulier, notre effort spécifique a déjà donné des résultats très encourageants. Vous dites avant de la fin de l'année, est-ce que ça veut dire que pour le mois d'octobre, il faut s'attendre à une montée du chômage? Tous les ans. Tous les ans, le mois d'octobre est le mauvais mois, parce qu'il y a justement la vague de jeunes que vous veniez d'indiquer tout à l'heure. Par conséquent, c'est à cela que nous nous attaquons, c'est à cette vague et à cette bourse du mois d'octobre que nous nous attaquons, et nous espérons en résorber une large part avant la fin de l'année et renverser en quelque sorte la tendance. Vous ne réclamez pas une relance générale de l'économie? Ça n'a pas grand sens, une relance générale de l'économie, et ça coûterait très cher. Et on ne sait pas où se localiseraient les effets. Nous pensons qu'il vaut mieux engager des actions sectorielles, et nous avons par ailleurs proposé au gouvernement un certain nombre de mesures dont nous reparlerons avec lui pendant le mois d'août. Vous êtes d'accord avec la politique économique de Raymond Barre? Je pense qu'il n'y a pas, face à l'inflation, deux politiques possibles. François Mitterrand a déclaré que le CNPF était prêt à mobiliser 1 milliard de francs pour organiser la lutte contre le programme commun. Qu'en est-il exactement? Il faut distinguer. Il y a d'un côté le financement des partis politiques. C'est l'affaire des trésoriers, c'est l'affaire des adhérents, c'est l'affaire des sympathisants. Et chaque parti a ses procédés, ses moyens. Et ceci ne nous regarde pas. Et puis, il y a la défense des entreprises, dont nous sommes les représentants. Et lorsque les entreprises sont en danger, il nous revient de le dire aux chefs d'entreprise d'abord, et ensuite, je dirais, à tous les Français qui sont intéressés par le sort des entreprises, par la santé des entreprises, sur le plan du niveau de vie, du pouvoir d'achat et de l'emploi. Or, je ne ferai pas ici un long discours, vous le savez, nous considérons que le programme commun dans ses parties économiques et sociales fait courir à court terme pour les entreprises françaises, qu'elles soient petites, moyennes ou grandes, des dangers considérables. Et nous avons la certitude qu'il en résulterait pour les entreprises, pour ceux qui vivent dans les entreprises, c'est-à-dire pour les salariés, et pour les consommateurs et pour tous les Français, des conséquences dommageables. Nous considérons que nous avons le droit et le devoir de le dire. Vous allez donc expliquer aux Français pourquoi le programme commun est mauvais pour les entreprises. Mais avec quels moyens? Avec les moyens qui sont ceux des citoyens et des syndicats dans une démocratie. Nous avons encore le droit à la parole. Est-ce que dans cette affaire, tous les patrons sont derrière vous, derrière le CNPF? J'en suis persuadé. D'ailleurs, ils n'ont pas attendu la position du CNPF pour s'exprimer, qu'ils soient petits, moyens ou gros. Vous allez donc monter en première ligne dans le combat politique? Pas du tout. Pas du tout. Nous nous occupons des affaires économiques et sociales. Ça nous suffit, mais nous occuperons avec, je dirais, toute l'énergie et toute la lucidité dont nous sommes capables.
Profiter des vacances pour réfléchir à la réforme du régime des suppléants, a expliqué aujourd'hui M. Valéry Giscard d'Estaing au président des groupes parlementaires de la majorité qui était invité à déjeuner à l'Élysée. Le gouvernement ne prendra de décision définitive que fin août sur ce problème. Il est question que le Congrès se réunisse à Versailles quelques jours avant le renouvellement du Sénat prévu pour le 25 septembre prochain. À l'étranger, la mort de Gary Powers, l'espion américain rendu célèbre par son arrestation qui avait provoqué un incident diplomatique entre les États-Unis et l'Union soviétique et l'annulation d'une conférence au sommet à Paris entre Khrouchtchev, Eisenhower et le général de Gaulle. Grandeur et décadence pour l'espion volant. Il a échappé à la mort alors que son avion géant l'U-2 était abattu par un missile soviétique, mais il n'a pas survécu à un accident d'hélicoptère alors qu'il surveillait tout simplement la circulation routière en Californie. La tournée diplomatique de Cyrus Vance au Proche-Orient maintenant, comme prévu, le secrétaire d'État américain a bien commencé par le plus facile, en s'arrêtant d'abord en Égypte. Double confirmation aujourd'hui. Premièrement, les difficultés l'attendent dans les jours prochains avec ses prochaines escales. Palestiniens et Syriens se sont mis d'accord aujourd'hui sur une attitude commune et apparemment elle n'est pas conciliante. Par contre, deuxièmement, à Alexandrie, au cours de ses entretiens avec le président Sadat, grand vent d'optimisme. Conversation très fructueuse, très chaleureuse et très utile, les termes employés du côté américain. M. Vance doit dîner ce soir avec le président Sadat et il quitte demain l'Égypte pour le Liban. Menace de crise politique au Portugal, après le véritable réquisitoire dressé par le Parti communiste contre la politique du socialiste Mário Soares. Les communistes demandent la démission du gouvernement, la dissolution de l'Assemblée et l'organisation de nouvelles élections. C'est un revirement important des communistes portugais. Pour l'instant, les socialistes, soutenus d'ailleurs par les deux autres grands partis, expriment leur indignation vis-à-vis de ces critiques. En Allemagne fédérale, arrestation aujourd'hui d'une jeune femme de 23 ans soupçonnée d'avoir pris part à l'attentat qui a coûté la vie à M. Ponto, le banquier de la Dresden Bank. Et puis, l'Éthiopie a demandé cet après-midi une réunion extraordinaire de l'OUA, l'Organisation de l'Unité africaine. Elle accuse en effet la Somalie d'avoir bombardé ses positions ces jours derniers, des attaques ayant causé de lourdes pertes parmi la population civile. Dans cette zone d'Afrique déjà en ébullition, il ne faut pas prendre à la légère la décision provisoire du président de la République de Djibouti d'interdire le khat, une drogue euphorisante importée d'Éthiopie et que tous les hommes consomment à Djibouti, une sorte de prohibition qui pourrait très bien causer des troubles dans ce pays. Provisoirement donc, ce DC-3 éthiopien qui déversait chaque jour 5 à 6 tonnes de drogue sur l'aéroport de Djibouti n'aura plus le droit d'atterrir. Cultivé dans le Harar, une région d'Éthiopie actuellement troublée par des affrontements entre la Somalie et l'Éthiopie, le khat est une drogue euphorisante contenue dans les feuilles d'un arbuste qui, mâchée, libère des amphétamines. Les troubles ont provoqué une augmentation rapide des prix, ruinant un peu plus la très grande majorité de la population de Djibouti, habituée depuis des décennies à mâcher du khat qui l'abrutit et la stimule. S'il ne brûle pas le khat, il n'a pas l'air de travailler, il n'a rien. C'est comme s'il avait sommeil ou quoi. Mais tant qu'il brûle le khat, il est en forme et puis il est capable de travailler. Distribuée par des exportateurs patentés qui enrichissaient l'État en payant des taxes, la drogue cependant créait une hémorragie de devises qui atteignait 90 000 francs par an. Les dirigeants de la nouvelle République de Djibouti ont donc sans doute tenté de stopper cette hémorragie qui détériorait une économie déjà presque inexistante, et en même temps d'assainir les habitudes ancestrales des habitants. Tâche bien difficile, les précédentes tentatives d'interdiction se sont toujours soldées par des échecs et ont provoqué des troubles violents. C'est peut-être pourquoi cette mesure courageuse mais délicate n'est pour l'instant que provisoire. Sport maintenant, en tennis, dans la Coupe de Galéa, la Coupe de Davis des moins de 21 ans, l'Espagne a enlevé cet après-midi la 3e place en battant l'Australie. Par contre, déception dans la finale pour les Français, Dominique Bedel et Yannick Noah se sont fait battre par les deux Argentins. Roger Couder. Les Français croyaient bien remporter cet après-midi à Vichy le 3e point décisif dans le double, après avoir gagné hier les 2 premiers simples. Ils menèrent en effet par 2-7 à 0, 6-2 et 6-2. Mais tout à coup, à la fin du 3e set, Noah et Bedel eurent un passage à vide et finalement s'inclinèrent sous les coups de boutoir des Argentins Clerc et Gatiker, Clerc surtout, très bon, 2-6, 2-6, 7-5, 6-1 et 6-4. Vous assistez ici au dernier jeu où les Français sont vraiment à la dérive.
Mais rien n'est perdu pour la France dans cette 28e Coupe de Galéa, qui est en réalité une véritable Coupe du Monde des moins de 21 ans. Car demain auront lieu les 2 derniers simples, et il paraît bien improbable que Cazat ou bien Roger Vasselin ne nous apportent pas l'un ou l'autre ce 3e point, celui d'une victoire dans la Galéa, victoire que la France espère depuis 10 ans. Le jeune tennis français va bien, mais il a besoin de cette victoire qui lui donnerait un élan nouveau. Cela dit, bravo aux Argentins qui ont bien joué aujourd'hui en double à Vichy. En football, levée de rideau demain sur le championnat de France 77-78 à 20h30, les premiers matchs d'une saison qui sera longue, puisqu'elle va se terminer, nous espérons tous, en apothéose pour l'équipe de France avec la Coupe du Monde en Argentine. Thierry Roland vous parlait hier des prétendants au titre en faisant une mention toute particulière pour le Paris Saint-Germain. Jean-Michel Larquet, l'entraîneur-joueur du Paris Saint-Germain, est avec nous ce soir. Merci Jean-Michel d'être avec nous. Première question, vous êtes le seul entraîneur-joueur en France en ce moment. Il y a eu un précédent la saison dernière, c'était Guillou à Nice. Est-ce que cet échec ne vous fait pas peur? Bon, je pense que Jean-Marc avait pris l'équipe de Nice dans des conditions particulières, à savoir que c'était au moment où l'entraîneur yougoslave, M. Markovic, avait quitté le club. Il y avait donc une crise à l'intérieur du club. Jean-Marc n'a pas eu l'adhésion de tous les joueurs, il s'en est rendu compte par la suite, ce qui n'est pas le cas pour moi. Il y a eu aussi des problèmes puisque de milieu des terrains qu'il était, il était devenu libéraux. Il est évident que tous ces changements avaient nui à la réussite de son entreprise. Vous avez découvert le Paris Saint-Germain il y a peu de temps. Votre première analyse, ses qualités d'abord. Bon, les qualités, c'est certainement l'ambition de ses dirigeants et l'ambition des joueurs que j'ai non pas découvert, mais que j'ai mieux apprécié au cours des premiers entraînements. Des garçons qui sont pleins de talent, mais qui n'ont pas eu grand-chose jusqu'à présent sur le plan sportif et qui veulent c'est-à-dire pas de résultat, vous voulez dire? Disons qu'ils n'ont ni titre ni Coupe de France et qu'ils sont désireux de décrocher quelque chose. Les faiblesses du Paris Saint-Germain aujourd'hui? Les faiblesses, c'est bien sûr sa jeunesse, une certaine inexpérience, et puis peut-être le manque de public autour de cette équipe, à savoir que je pense que le Paris Saint-Germain, s'il arrivait à être dans les 5 premiers, découvrirait un public à Paris. Précisément, quel est votre but cette saison? Bien justement, l'an passé, nous avions terminé à 3 points des 5e, qui étaient Saint-Étienne et Nancy. Et je pense que cette année, dans un premier temps, je dis bien dans un premier temps, c'est l'objectif à atteindre, c'est-à-dire rester toujours dans ces 5 premiers. Les 2 Européens cette année en France, c'est Nantes et Saint-Étienne. Alors Saint-Étienne, vous les connaissez bien, évidemment, puisque vous êtes l'ancien capitaine. Vous voyez Saint-Étienne dans quelle position vis-à-vis de Manchester en Coupe d'Europe des Coupes? Et déjà, je pense qu'étant tête de liste, les Stéphanois auraient dû tirer un adversaire beaucoup plus facile. La tâche est très délicate et bien que ce soit le premier tour de Coupe d'Europe, je donnerais 50% des chances pour Saint-Étienne. Seulement 50? Oui, parce que Manchester United est une équipe redoutable, qui a déjà un grand palmarès. Puis il y a aussi le désavantage de jouer le second match chez l'adversaire. Et pour Nantes, en Coupe d'Europe des clubs? Pour Nantes aussi, c'est à peu près le même cas, j'en discutais tout à l'heure. C'est un adversaire difficile que les Tchèques. N'oublions pas que l'équipe nationale tchèque est restée 2 ans invaincue et qu'il y avait de nombreux joueurs du club de Prague et que par conséquent la tâche des Nantais sera aussi très difficile. On a eu l'impression au cours de ces dernières années que le football français a fait un grand bond en avant, qu'on a redécouvert d'autres footballeurs. C'est dû à quoi d'après vous? Oui, c'est vrai, il y a eu une progression assez sensible du football français et c'est dû bien au fait que les clubs professionnels ont pris un petit peu le pas sur l'éducation nationale, je dirais, à savoir que, sachant qu'il y avait une carence au niveau de l'école, eh bien les clubs professionnels se sont décidés à construire des centres de formation et cette politique porte ses fruits actuellement. Merci Jean-Michel Larquet. 2 mots de la météo avant de se quitter. Le temps pour demain, comme aujourd'hui, ciel bleu un peu partout en France. La dissipation des brumes matinales. Après la dissipation des brumes matinales, le temps deviendra ensoleillé sur la plus grande partie du pays. On observera cependant quelques passages nuageux sur la Bretagne et la Normandie. Il fera chaud au cours de la journée et le temps sera lourd sur le sud-ouest où les nuages se développeront. Ils seront accompagnés d'orages, notamment sur les Pyrénées.
Vous avez rendez-vous avec Hervé Claude vers 23h30 pour la dernière édition du journal d'Antenne 2. Je vous retrouverai demain avec plaisir. Je vous souhaite une très belle soirée, mais j'ai encore une chose à vous dire. Nous avons commencé ce journal en souhaitant donc bon anniversaire à Madame Marie-Virginie Duhem, 111 ans. Pourquoi donc ne pas terminer ce journal avec un autre sourire, celui d'un petit bébé de 20 jours, la petite princesse de Suède, Victoria. Au moins, si elle atteint elle aussi 111 ans, on ne pourra pas nous accuser de l'avoir oubliée. La fille du roi Carl Gustaf et de la reine Sylvia a été présentée à la presse pour la première fois aujourd'hui. Et nous souhaitons longue vie à cette charmante demoiselle. Hon tackar också. Jag försöker säga något.